hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. La nouvelle vient de tomber. C'est fini pour Jessica Radcliffe. Oui, tu as bien attendu. Elle vivait pour l'océan. Une dresseuse d'orques jeune, souriante, aimée de tous. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose a basculé. L'orque qu'elle considérait comme son ami a soudainement changé de regard. En un éclair, il l'attrape, l'entraîne au fond du bassin. L'eau devient rouge. Sauf qu'après ce drame, plus rien. Aucune trace. Juste des vidéos virales, des rumeurs. Et ce nom, Jessica Radcliffe. L'histoire de Jessica et son dauphin, vrai ou faux ? Eh bien, si vous avez pensé que cette histoire était vraie, vous êtes tombé dans le piège des fake news. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Distinguer le vrai du faux dans le flux des vidéos et posts des réseaux sociaux est de plus en plus difficile. Pourtant, l'enjeu est énorme, puisque près de 40% des adultes et 60% des jeunes aujourd'hui s'informent via Facebook, TikTok, X ou Instagram. Ces plateformes forment et déforment les opinions et engendrent un risque accru de manipulation. Alors, comment réinventer une information de qualité dans ce monde des réseaux sociaux ? C'est le sujet que j'aborde dans ce nouvel épisode du podcast 2040 JV, en compagnie de Cécile Trantien, journaliste et productrice de l'émission Vraiment à la RTS, et de Nathalie Pignard-Chénel, directrice de l'Académie du journalisme et des médias à l'Université de Neuchâtel. Bonne écoute! Cécile Trantien, cette vidéo de Jessica avec le dauphin, elle a circulé où ? Principalement sur TikTok, mais je l'ai vu aussi tourner sur Instagram. Ça fait déjà quelques jours, presque une semaine qu'elle tourne. On y voit cette dresseuse de dauphins qui, soi-disant, a passé sa vie à éduquer son animal, qui gagnait des prix avec elle. Et soudainement, la bête se retourne contre la dresseuse. L'eau devient rouge et la dresseuse Jessica aurait donc perdu la vie au cours de cet incident. Ça m'a perturbée en fait de voir que cette vidéo circulait autant parce que la qualité est déjà très médiocre. Donc ça, c'est un premier drapeau rouge en disant « Oui, si on veut me manipuler, plus la vidéo est dégoûtante au départ, plus elle est pixelisée, plus elle est crade, plus c'est facile de la modifier. » Cette vidéo, est-ce que c'est aussi son côté dramatique qui fait que ça se répand aussi rapidement ? On le sait, les fake news se répandent bien mieux si elles touchent notre aspect émotionnel. Alors là, c'est le combo parfait, je dirais, parce qu'on s'identifie à cette jeune dresseuse. Les animaux, ça marche aussi très 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 bien sur les vidéos virales sur les réseaux sociaux. Donc oui, je pense qu'elle a tous les bons ingrédients d'une vidéo virale et pour attirer notre attention en tout cas. Et comment est-ce qu'on fait pour décoder si une vidéo est une fake news ou une vraie information ? Alors, il y a plein de moyens, rassurez-vous, c'est ça qui est bien, c'est que les fake news prolifèrent, mais les moyens aussi pour les vérifier, eux, sont à disposition et sont de plus en plus puissants. Je pense que le premier des moyens, c'est vos yeux, tout simplement. Regardez le contexte, regardez déjà la date à laquelle ça a été diffusé, regardez les commentaires sous la vidéo, parce que vous n'êtes pas le premier ou la première à tomber sur la vidéo, donc forcément, si ça commence à être trop grossier, quelqu'un va avoir posté « Attention, IA », etc. Deuxième chose, si on n'arrive toujours pas à se fier à ses yeux, tout simplement, allez sur Google, tapez 2 mots-clés, Jessica Dauphin. Alors là, je vais le faire en même temps que je vous parle. Jessica Dauphin. Et je vais sous l'onglet Actualité. Ça permet de faire un filtre et d'aller que voir ce que les médias en ont dit de cette thématique. Et là, les 2 premiers articles sur lesquels je tombe, le Journal de Montréal par exemple, cette vidéo virale d'un épaulard qui tue son entraîneuse est fausse. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des journalistes dont c'est le travail qui ont fait la vérification. Ça m'a pris quoi ? Quelques secondes à peine. Alors si je suis curieux, parce que moi je suis curieuse évidemment, je vais voir pourquoi c'est faux. Donc là ils disent c'est une vidéo entièrement fictive et générée par l'intelligence artificielle, malgré le fait que ça a été largement répandu dans les réseaux sociaux. Et si on a une vidéo qui est mieux faite avec l'IA, comment est-ce qu'on procède ? Alors là, moi, je conseillerais quelque chose de tout simple, c'est de faire quelques captures d'écran des passages clés de la vidéo et d'aller utiliser un outil qui s'appelle IA or Not. Ça, c'est un outil qui est gratuit. C'est un outil qui permet tout simplement de prendre la photo, de la drag and dropper, donc en bon français, de la tirer et de la mettre dans ce site. Et en quelques secondes, ça nous dit est-ce que ça a été
généré par un humain ou est-ce que ça a été généré par une IA? Et même, ça va plus loin, ça nous dit ça a été généré par quel type d'IA. Donc là, il nous dit Midjourney. Et enfin, si on est parent, qu'on a des enfants qui s'informent énormément par les réseaux sociaux, il y a aussi des textes. Quels sont vos trucs pour permettre de décortiquer le contenu d'une information pour savoir si elle est fiable? Et il y a un outil de Google qui s'appelle le Fact Check Tool, qui fonctionne exactement comme Google. Il y a une barre de recherche. Donc là, vous pouvez mettre la thématique qui vous intéresse et ça agglomère, ça regroupe tous les fact-checking qui ont été réalisés dans le monde entier sur cette thématique. Donc ça, moi je dis toujours, faut être flemmard, il faut utiliser les outils qui existent et justement il y en a, donc c'est ça qui est génial. Vous avez lancé cette émission de la RTS qui s'appelle Vraiment. Qu'est-ce que c'est ? Vraiment, c'est une émission de fact-checking qui est faite avec le public. C'est une émission d'enquête également. Mais l'idée, au départ, ça a germé pendant le Covid pas mal, parce que je fais beaucoup de fact-checking pendant le Covid, c'est de se dire, il y a une crise de défiance qui existe envers les journalistes et les seuls moyens de regagner un tout petit peu la confiance des gens, c'est d'être transparent et c'est de travailler avec le public, avec les gens qui nous regardent. C'est la seule façon de dire, voilà, on n'est pas au-dessus, on n'est pas une catégorie au-dessus, on a des outils, on a un savoir-faire, ça c'est certain, on a des règles déontologiques beaucoup plus strictes que le commun des mortels, mais en même temps, c'est en partageant ces outils-là avec une communauté que ça redonne confiance aux gens. Et là, l'idée de Vraiment, c'était de ça, c'était de partir d'une toute petite communauté au départ, puis ça grossit au fur et à mesure des épisodes, et de se dire, vous êtes étudiant, vous êtes retraité, vous êtes bibliothécaire, vous êtes ingénieur, peu importe, votre profil, ça nous intéresse parce que même si on part de zéro ou si on part de compétences déjà beaucoup plus accrues en informatique, on a tous un regard. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment vous travaillez avec ces citoyens journalistes sur un sujet ? Bien sûr, par exemple, on a fait une grosse enquête sur le greenwashing. Est-ce que la compagnie aérienne suisse a des tarifs aussi verts que ce qu'elle prétend? Et donc là, l'idée, c'était que chacun des membres de la communauté prenne un des projets développés par Suisse pour compenser ses émissions carbone à travers le monde et aille vérifier sans aller sur place. C'est ça qui était très très fort, c'est que chacun reste en Suisse, chacun reste depuis son bureau, mais grâce aux images satellites par exemple, d'aller vérifier si telle forêt qui était censée être entretenue pour devenir un puits de carbone et pour absorber les émissions, est-ce que cette forêt existait toujours par exemple? Si tel four qui était distribué au Ghana par exemple, est-ce que les communautés locales sur place avaient toujours ces fours? Comment faire pour les contacter alors qu'on était à distance? Ça c'est du travail pourtant purement journalistique, mais qui a été réalisé par des enquêteurs. Nous, on les appelle nos enquêteurs en ligne, mais voilà, c'est des simples citoyens qui mettent la main à la pâte. Et qu'est-ce qui motive ces personnes ? C'est une bonne question qu'il faudrait leur poser. Je pense, pour la plupart, il y a une sorte de vrai appétit. Finalement, quand on se plonge dans ce travail de vérification, ça devient presque un jeu, ça devient presque une addiction. Et je pense que c'est ça, les gens se rendent compte qu'une fois qu'on a tiré une ficelle et qu'on déroule la pelote, c'est excitant. Est-ce que le fait de permettre à chacun et chacune de développer son sens critique, ça passe par ce côté ludique d'enquêteur ? Et oui, j'en suis persuadée et je le vois beaucoup parce que chaque mois, je vais dans les établissements romans pour donner des ateliers sur comment repérer et stopper les fake news. Et en fait, le côté jeu, il marche très 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 bien. Et pourquoi il marche aussi bien? Parce que je pense qu'on a tous en nous ce sentiment un petit peu de « Ah, je me suis pas fait arnaquer ». C'est hyper satisfaisant en fait à la fin de se rendre compte que « Hé, non, je suis pas tombée dans le panneau ». Et ah oui, en quelques secondes, j'ai réussi à retrouver l'origine de cette photo ou à retrouver l'origine de ce commentaire ou à vérifier ce chiffre. Généralement, quand on arrive dans les classes, on donne les outils, on fait une première partie où on donne les outils, on donne un petit peu de théorie. Puis après, on les fait jouer en disant « Voilà, on divise la classe en 5 groupes ». C'est parti, on vous donne un post TikTok à vérifier et le premier groupe qui vérifie, il lève la main puis on voit qui gagne, etc. À partir de là, plus un bruit dans la classe et il y a un énorme sentiment d'émulation qui naît. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces cours dans les écoles de Suisse romande ? Alors, la RTS offre, il me semble, plus de 365 ateliers à destination du public par année, pas que sur le fact-checking. Nous, on fait partie de cette offre-là. On aimerait faire plus. Moi, des fois, j'ai l'impression d'un peu décoper à la petite cuillère devant un océan.
Et c'est une remarque qu'on a beaucoup en sortant de ces cours, ça devrait être obligatoire. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi quelque chose à revoir dans l'histoire que beaucoup d'adultes se racontent sur les jeunes en disant « mais ils ne s'informent plus, ils sont toujours sur les réseaux sociaux ». Évidemment, ils s'informent totalement différemment que notre génération. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'informent plus. Moi, quand j'arrive dans les établissements scolaires, je n'ai pas l'impression d'avoir des gens qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle d'Ukraine. Je n'ai pas l'impression d'avoir des gens qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle du conflit israélo-palestinien, etc. Ils savent. Ils sont de loin pas dans une bulle de simples consommateurs qui seraient complètement naïfs, etc. Ils ont accès à bien plus que nous à leur âge. On était au niveau des individus. Quelle est la responsabilité aussi des plateformes de diffusion, donc de Meta, Facebook, X, etc. La responsabilité des GAFAM de manière générale, elle est énorme en la matière et il n'y a que en les contraignant via des législations et des grosses amendes que ça peut faire avancer. Le fait que les contenus qui nous sont proposés soient plus sains. Zuckerberg a fait ses grandes déclarations pour dire qu'il enlèvera l'argent pour les équipes de fact-checkers, etc. Après, c'est toujours compliqué parce qu'on ne veut jamais trop restreindre la liberté d'expression. On voudrait ne pas être trop contrôlé non plus par ces GAFAM sur quel type de vidéos sont produites. Mais le fait que ces vidéos soient vraiment stempelisées, fabriquées par IA ou que les données soient obligatoirement rendues accessibles de chacune des photos, des vidéos qui soient publiées, il faut juste qu'il y ait une motivation. Et le problème, c'est que pour eux, la motivation, c'est l'argent. Or, ces vidéos-là, c'est celles qui ont le plus gros potentiel de viralité, donc plus de clics, donc plus de publicité, etc. C'est ça qui est compliqué, c'est que malheureusement, des vidéos qui seraient plus neutres vont être moins rentables pour ces plateformes-là. Et si vous rencontriez Ursula von der Leyen, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Oui, j'aurais envie de lui dire justement à quel point son rôle en tant que Commission européenne est primordial pour poser ces cadres et que nous, finalement, on peut mettre des petits pansements, on peut courir dans les écoles, on peut essayer de sensibiliser, etc. Mais tant qu'il n'y a pas un message clair, politique, avec des régulations qui sont posées et donc, je disais, des sanctions financières, parce qu'on en revient toujours là, ça ne bougera pas. Donc, ce serait vraiment une sorte de cri du cœur pour lui dire c'est à vous aussi, politique, et donc c'est à vous, citoyens, en votant, évidemment, d'agir. Cécile Trantien nous a guidés à travers l'univers de la communication et des fake news sur les réseaux sociaux, relevant au passage que, contrairement aux idées reçues, les jeunes continuent d'être curieux et de s'informer. Mais comment les changements actuels bousculent-ils les médias traditionnels et notre démocratie ? Pour en savoir plus, je suis allée à la rencontre de Nathalie Pignard-Chenel, directrice de l'Académie du journalisme et des médias. Nathalie Pignard-Chenel, vous êtes directrice de l'Académie du journalisme et des médias. Comment voyez-vous l'ampleur du phénomène des fake news aujourd'hui ? Ce phénomène, on ne doit ni le négliger ou le relativiser, ni le surestimer. Et la tâche, en réalité, n'est pas très simple parce que c'est un phénomène qui est assez difficilement quantifiable, qui est complexe, qui est très multiforme, pour lequel d'ailleurs il n'y a pas aujourd'hui totalement de consensus scientifique dans les recherches. Dans l'espace public néanmoins, mais également dans la récupération politique qui peut en être faite, on entend assez souvent des raccourcis. Et ces raccourcis, nous essayons dans nos cours, dans nos recherches, de les saisir dans leurs différentes dimensions et puis de les expliciter. Une distinction qui me semble vraiment importante à faire, c'est la distinction entre la désinformation et la mésinformation. La désinformation, c'est ce qu'on entend parfois par fake news, c'est l'acte de produire une information fausse de manière volontaire, avec donc pour ambition de pouvoir manipuler son auditoire, que ce soit à des fins économiques, politiques, géopolitiques, etc. Et c'est vraiment à distinguer de la mésinformation qui consiste aussi à produire ou à diffuser une information fausse, mais à son insu, c'est-à-dire sans volonté manifeste de tromper. Et quel est le niveau de désinformation au sein de la population ? Il est très délicat de donner des chiffres relatifs à un éventuel
niveau de désinformation au sein de la population. C'est un phénomène qui ne se mesure pas très facilement. Néanmoins, il y a beaucoup d'études, de sondages qui sont produits et je peux en citer quelques-uns. Un premier élément intéressant, c'est le rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial qui indique que la mésinformation et la désinformation représentent l'un des risques les plus importants, les plus pressants pour les 2 prochaines années, du fait notamment du rôle de plus en plus important joué par l'intelligence artificielle, puis du fait aussi d'une baisse de confiance dans les institutions et également dans les médias. Concernant la désinformation encore plus spécifiquement, il y a une enquête qui est assez intéressante, celle du Reuters Institute, et qui a interrogé des populations de par le monde et notamment en Suisse, et qui montre que plus de la moitié des personnes interrogées, à l'échelle mondiale, c'est même 58%, se disent préoccupées par leur capacité à pouvoir distinguer des informations vraies et fausses sur Internet. Vous avez parlé de l'IA et du fait que selon le WEF, elle accroît les risques. Comment est-ce que vous voyez l'impact de l'IA sur l'information ? Bien sûr, l'intelligence artificielle joue un rôle assez important par rapport à ces questions de désinformation, parce que finalement, l'IA générative, elle vise à produire de la vraisemblance, elle vise à mimer le plus possible le vrai, mais il n'y a pas de quête de la vérité dans les IA comme il peut y avoir chez le journaliste, dont c'est la mission première de rechercher la vérité. Donc ce sont potentiellement les IA des machines à mésinformer, qui peuvent devenir des machines à désinformer si elles sont programmées pour volontairement tromper ou manipuler l'audience. Mais il y a également en miroir des avantages et des intérêts à ces technologies pour les mettre au service de la vérification de l'information. On a aujourd'hui des modèles qui sont capables d'aller très vite, beaucoup plus vite que des humains, pour repérer des formes de patterns, de modèles de contenu de désinformation, pour pouvoir repérer également leur circulation. Donc ces outils pourront permettre aussi à l'avenir sans doute d'aider à la lutte contre la désinformation. Aujourd'hui, dans ce paysage médiatique qui se transforme, quelle est l'importance selon vous de renforcer les compétences médias au sein de la population ? Le fonctionnement même aujourd'hui de la circulation de l'information dans les espaces numériques fait que les médias ont vu leur rôle un peu central de phare s'étioler au profit justement des plateformes et de leurs algorithmes. Et finalement, ça fait peser sur les individus, sur les utilisateurs et utilisatrices, une forme de vigilance et même de responsabilité par rapport aux informations et aux contenus auxquels ils et elles accèdent. Et donc pour cela, il faut bien évidemment pouvoir les aider à mieux se repérer, à comprendre à quoi elles font face. Nous avons vu avec Nathalie Pignard-Chenel que le paysage des médias est en pleine transformation. Alors à quoi ressemblera-t-il en 2040 ? Sommes-nous définitivement tombés dans l'ère de la manipulation par les algorithmes ou y a-t-il eu en Europe un vrai débat démocratique permettant de définir un cadre aux géants de la tech ? Pour élargir nos horizons et créer des souvenirs de futurs possibles, je vous propose de retrouver Cécile Trantien en septembre 2040. Eh ben merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Cécile Trantien, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous sortez juste d'une visio d'un réseau international qui travaille sur la formation citoyenne aux médias. Qu'est-ce que c'est ce réseau ? Tout simplement, c'est que les gens en ont eu marre au tournant la fin des années 2030 de se sentir complètement impuissants. Ils ont commencé à se mobiliser un petit peu partout dans le monde pour devenir un peu plus proactifs. Et maintenant, c'est des milliers de personnes qui se connectent chaque semaine et qui débusquent les fausses informations et surtout qui mettent en place des outils ensemble pour les imposer aux régulateurs. En fait, ce qui a déclenché tout ça, c'était
un blackout, une panne d'électricité monumentale aux États-Unis et tout d'un coup les gens se sont retrouvés sans réseau, sans rien et ils se sont dit mais on ne peut plus rester dépendant autant que ça. Comment est-ce que nous on crée notre propre réseau d'entraide, notre propre maillage de l'information? Et comment est-ce que toute cette mobilisation a aussi transformé les réseaux sociaux et les géants du numérique et la façon dont ils modèrent leurs plateformes? Vous avez vu maintenant, quand on se connecte, c'est directement sur notre main. Quand je vois une vidéo qui est suspectée d'être une manipulation de l'information ou de la réalité, elle est directement, vous avez vu, il y a un filtre bleuté qui est là et je peux quand même y accéder, mais tout de suite, elle saute à l'œil que ce n'est pas une vidéo comme les autres. Là, vous voyez, elle est bleu-gris, il y a un liseré rouge tout autour et là, je sais directement que je suis en train de regarder quelque chose où il y a des pixels qui ont été manipulés, où il y a des lèvres qui ont été manipulées, etc. Donc c'est génial, c'est que tout ce qu'on redoutait à l'époque, finalement, nous a servi en quelques changements technologiques à repérer les fausses informations. Et le fait de rendre justement ces écrans bleus, c'est aussi le fruit d'une législation qui a été adoptée? Oui, mais ça a été le fruit d'une longue bataille. C'est l'Europe qui a commencé à l'imposer et grâce aux sanctions économiques, parce que finalement le marché européen est très puissant, face aux sanctions économiques qui a fait plier les géants américains et chinois notamment. C'est quand les Chinois ont embarqué que ça a fini par permettre une législation mondiale, une régulation mondiale. Si je me souviens bien, à l'époque, quand cette régulation est apparue, il y a eu un état quand même de choc au sein de la population de voir la quantité d'écrans bleus. Qu'est-ce que ça a changé dans la conscience des gens de réaliser à quel point il y avait beaucoup d'informations peu fiables qui circulaient? Je me rappelle que ça a été une sorte de déstabilisation terrible, mais ça a permis un sursaut parce qu'on s'est dit « Ah mais moi si ma vidéo elle est pas bleue, je vais peut-être être plus vue » et du coup il y a beaucoup de gens qui se sont engouffrés dans cette brèche de dire plus je serai réel, plus je serai mis en avant sur ce réseau. Donc, ça a permis aussi un sursaut citoyen bien nécessaire. Et qu'est-ce que ça a changé aussi dans la qualité du débat démocratique ? Grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui screen en permanence chacun des propos de nos hommes et nos femmes politiques, le débat, soudainement, lui aussi, il s'est assaini. Avant, si on se replace dans le contexte de 2025, il fallait du temps pour faire ces analyses. Là, c'est du simultané. Il y a un logo rouge qui apparaît dès qu'une personne dit une fausse information en live pendant un débat. Donc moi, je trouve qu'on y a tous gagné puisque les politiques ne prennent plus le risque comme avant d'avancer des faux chiffres, d'avancer des faux arguments. Maintenant, ils savent qu'ils sont analysés en temps réel. Et donc, le débat s'est apaisé. Si vous regardez en arrière, quel conseil est-ce que vous donneriez aujourd'hui aux gens de 2025 ? Peut-être de ne pas attendre ce blackout, de ne pas attendre ce choc et de s'emparer déjà de ce qu'ils ont, c'est-à-dire leurs yeux et leurs bulletins de vote. Merci beaucoup Cécile Trentienne. Au revoir. Merci Chantal, au revoir. En tant que citoyens et citoyennes, nous nous sentons souvent impuissants face au pouvoir des GAFAM et des algorithmes. Le monde change de plus en plus vite et nous avons le sentiment de ne plus rien y comprendre. Pourtant, comme nous l'a expliqué Cécile Trentienne, nous ne sommes pas impuissants. De nombreux instruments existent pour découvrir en quelques secondes si une information est un fake ou non. Ce travail de littératie des médias est un impératif démocratique. Il est fondamental d'y former nos enfants et de nous-mêmes utiliser ces outils pour maintenir une exigence de qualité dans nos médias. Et si nous osions aussi réguler les GAFAM ? En 2040, la norme pourrait être un filtre bleuté qui indique automatiquement un fake, avec un renversement des valeurs. Plus une information est fiable et plus elle est mise en lumière sur les réseaux. Alors, et si le premier pas du changement était de défendre la légitimité de ce débat et de penser que c'est possible ? Si vous souhaitez en savoir plus sur le décryptage des fake news, vous trouverez une série de liens et même un quiz sur le site www.hubdespossibles.org/podcast.
De mon côté, je vous retrouve d'ici 4 semaines pour un prochain épisode du podcast 2040 JV. D'ici là, je vous souhaite le meilleur.